Chesterton commence son autobiographie en disant, avec son humour typiquement anglais, qu'il est né dans une famille riche mais honnête. Et je voudrais commencer ce commentaire aujourd'hui en disant que je suis né dans une famille ouvrière et honnête de surcroît. Je suis né dans une famille où mon père est arrivé à Madrid en provenance du village avant le début de la guerre et a vécu la guerre civile à Madrid dans une situation très difficile. Et ma mère est arrivée à Madrid peu après la guerre et tous deux ont dû faire face aux terribles conditions que l'Espagne a connues après la guerre. D'abord séparément, puis en tant que famille. Je suis né dans le quartier ouvrier par excellence, Vallecas, à Madrid, la maison où j'ai vécu jusqu'à mon entrée au séminaire à l'âge de 18 ans, se trouvait à 2 pas du mythique quartier du Pozo del Tío Raimundo, qui était à l'époque le lieu de référence des prêtres de gauche, des prêtres supposés ou soi-disant communistes. Quand j'étais bébé, ma mère m'amenait au magasin dans un panier. Et comme elle me le disait, elle me mettait sous le comptoir pendant qu'elle travaillait. À l'âge de 9 ou 10 ans, j'ai pris en charge les jours où je n'avais pas école, surtout le samedi. Je m'occupais de la caisse enregistreuse pour collecter l'argent des clients. Et très vite, j'ai appris le métier de mon père et je travaillais avec lui surtout la nuit. Je travaillais avec lui jusqu'à 1 heure du matin. Et le lendemain, surtout quand j'allais à l'université, le lendemain, mon père se levait à 5 heures et je me levais à 6 heures tous les jours. J'ai vécu une époque où le régime de Franco touchait à sa fin et j'ai dû courir plus d'une fois devant la police du régime, que nous appelions alors les grises. J'ai dû courir devant la police parce que je me trouvais au mauvais moment et au mauvais endroit. Je me souviens qu'une fois, ils sont venus à la faculté où j'étudiais et j'ai dû monter plusieurs étages à toute vitesse. À l'époque, bien sûr, je pouvais le faire jusqu'à ce que je me retrouve dans un endroit sûr. Et à ma surprise, il y avait les dirigeants du mouvement étudiant communiste révolutionnaire, alors qu'en bas, il y avait un mouvement assez violent. Mais eux, ils étaient là calmement. Nous, les enfants des travailleurs qui étudiaient à l'université, avions l'habitude de dire que la révolution ne se lève pas tôt, parce qu'il n'allait jamais au cours du matin, ou du moins au premier cours du matin. Je raconte tout cela à cause de ce que je vais dire ensuite. Aujourd'hui, je le répète, je suis le fils d'une famille laborieuse qui s'est frayé un chemin à travers de grandes difficultés, en travaillant beaucoup et en dépensant très peu, et qui a élevé ses enfants avec beaucoup d'efforts. Je suis le fils d'une famille ouvrière dans un quartier ouvrier et je suis malade à mort, d'avoir entendu toute ma vie parler de la supériorité morale de la gauche. C'est un mensonge. La supériorité morale de la gauche, pourquoi beaucoup des droits supposés qu'ils brandissent comme des bannières pour tromper les crédules sont par exemple comme le droit à l'avortement, le massacre des innocents. Est-ce une trace? Une sorte de supériorité morale? Je ne sais pas si la droite sera aussi corrompue ou plus corrompue que la gauche, mais il est certain que la gauche ne peut donner de leçons de morale à personne. Et quand cela devient clair, c'est surtout quand ce sont les leurs qui sont devenus corrompus et dictateurs au vu et au su de tout le monde. Le monde est dominé dans une large mesure par les médias, dont la plupart sont de gauche, et il règne un silence complice sur ce qui se passe par exemple au Nicaragua. La répression du tyran sandiniste Ortega contre l'Église,
J'ouvre ici une parenthèse pour faire l'éloge d'un homme de gauche comme le Brésilien Lula, qui vient de rompre avec le régime dictatorial du Nicaragua. Mais la gauche, dans son ensemble, garde un silence inquiétant et complice. Et que se passe-t-il au Venezuela? Pourquoi ne s'est-elle pas exprimée reconnaissant la validité des élections que le dictateur Maduro a perdues de manière retentissante? Pourquoi le groupe de gauche appelé Groupe de Puebla ne s'est-il pas exprimé? Parce qu'il y a un silence face à la nouvelle crise, encore une autre, de pénurie et de misère à Cuba, qui est considérée par tous comme le paradis qui devrait être le modèle à mettre en œuvre dans toutes les Amériques. C'est un silence complice alors que l'Église est persécutée et que le peuple meurt de faim au Nicaragua. Alors qu'au Venezuela se déroule l'un des plus grands exodes à motivation politique de ces dernières décennies, la gauche se tait. Même dans des pays comme l'Espagne, des doutes subsistent quant au caractère frauduleux des élections, de leurs résultats et de la victoire écrasante de l'opposition démocratique. Ils se demandent encore pourquoi. Pourquoi, pour utiliser cette phrase typique de la mafia? Parce que les voleurs sont les nôtres. C'est là le problème. C'est pourquoi je ne supporte plus la supériorité morale de la gauche. Un pays comme le Nicaragua, pour citer 3 cas, le Nicaragua, le Venezuela ou Cuba, il y a un véritable carnage, une répression contre le peuple lui-même. Il y a plus de 2000 personnes emprisonnées sans droit au Venezuela et la gauche mondiale est silencieuse. À peine un mot de protestation. Même le boycott quand elle essaie de faire une déclaration pour condamner ce qui se passe. Le peuple souffre, des prêtres sont en prison et rien ne se passe. La gauche regarde ailleurs, tout en arborant, je le répète, entre autres, des bannières de faux droits, tels que le droit à l'avortement. La gauche n'a pas le droit de proclamer une prétendue supériorité morale. Je ne sais pas si la droite en a le droit, mais certainement pas la gauche. Tant qu'elle reste complice de dictatures telles que celle que j'ai citée, la supériorité morale de la gauche a disparu. Le monde est honteusement silencieux face à ce qui se passe au Nicaragua, au Venezuela ou à Cuba. Il regarde ailleurs. Il y a beaucoup d'endroits où regarder, mais nous ne pouvons pas oublier ces frères qui sont massacrés ou emprisonnés simplement parce qu'ils sont catholiques ou parce qu'ils veulent vivre en liberté. S'il s'agissait du Nicaragua, du Venezuela ou de Cuba, si ces actes avaient été commis par un régime dictatorial de droite, que se passerait-il? Des gens dans les rues, des manifestations incessantes devant les ambassades, des médias rapportant toutes sortes d'histoires. Ah, mais c'est la gauche qui le fait. Et comme ils sont parfaits et qu'ils ont un silence supérieur, voire absolu, je suis fils d'ouvrier. Et ça me fait bouillir le sang quand je lis, quand j'entends ce que mes frères prêtres ou laïcs catholiques vivent dans ces 3 pays. Et quand je vois comment un peuple comme le Venezuela, qui est courageusement descendu dans la rue pour défendre la liberté, est réprimé au milieu d'une complicité généralisée, ce ne sont pas les seuls endroits où les choses vont mal. C'est pourquoi je voudrais également m'associer aujourd'hui à l'appel à la paix lancé par le patriarche de Jérusalem pour la paix dans la région, du Liban à Bagdad, en passant par la Syrie, Israël et la Palestine, afin d'éviter l'éclatement d'une terrible guerre mondiale qui serait dévastatrice pour tous. Je m'associe à la prière pour la paix dans ces pays, sans oublier les autres qui se font massacrer face au silence et à la complicité de la gauche en particulier et du monde en général.
À la semaine prochaine, si Dieu le veut.